important cette mémoire procédurale, parce qu'avec ces patients qui commencent, si vous voulez, quand on a affaire à un patient Alzheimer qui jargole, on a l'impression, si vous voulez, que la maladie est quand même déjà très avancée, qu'on ne peut plus faire grand-chose avec eux. Mais c'est pas vrai, hein, c'est des patients qu'on peut faire danser, avec qui on peut faire de la gym douce, qu'on peut faire chanter, parfois un petit peu de jardinage. Enfin, il y a des choses hein, sur le plan gestuel qu'on peut faire encore avec eux. Donc dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, vous avez d'abord un trouble de ce tiroir-là qui coince, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Bon. Et quand ça ne fonctionne plus, vous avez affaire à des patients qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus s'alimenter tout seuls, ils n'ont plus la capacité d'avoir des gestes pour pouvoir s'alimenter eux-mêmes. Et là, ils sont très dépendants. C'est ce qu'on appelle des patients grabataires, ou dans un jargon épouvantable, aphaso-apraxo-agnosie. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus identifier leur environnement, et leurs gestes sont très, très handicapés. Et la question après, c'est de savoir comment on se comporte par rapport à ces patients qui sont grabataires, qui sont parfois dans leur chambre, dans un fauteuil coquille, qui ont un regard qui vous traverse. C'est intéressant d'en parler, ça. On en parlera peut-être après. Et je termine avec le quatrième tiroir, qui est le tiroir mystérieux. C'est une mémoire mystérieuse, la mémoire implicite. C'est une mémoire inconsciente. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire inconsciente? Ah, est-ce que quelqu'un, l'une d'entre vous, a une idée là-dessus? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de la mémoire subliminale à la publicité? Vous savez que quand Mitterrand s'était présenté comme candidat à la présidence de la République, c'est-à-dire 2 fois, je ne sais plus si c'était la première fois ou la seconde fois, à un moment donné dans la presse, on avait évoqué l'idée qu'il avait peut-être mis des images comme ça, un peu dissimulées dans son clip de campagne électorale, qui étaient des images pour le valoriser, où on le voyait superposé sur un drapeau français. Enfin, on lui avait reproché qu'il avait peut-être glissé des images comme ça, très brèves, qu'on pouvait à peine entrevoir et qui pouvaient influencer les lecteurs. Alors, vous ne vous rappelez peut-être pas de ça. Mais en tout cas, il y a eu des expériences qui ont été faites à une époque sur la publicité subliminale. La publicité subliminale, c'est quoi? On vous projette un western, d'accord? Avec les cow-boys, les indiens, les attaques d'intelligence. Tous les 36 images, on vous met une pub, manger du chocolat dans le vin. Bon. Tous les 36 images. Quand vous regardez le film, l'image est tellement brève que vous n'en avez pas conscience. Et si on vous dit qu'est-ce que vous avez vu comme film à la sortie du cinéma, vous direz j'ai vu un western, point, c'est tout. Et ensuite, à la sortie du film, on met sur une table 10 tablettes de chocolat de marques différentes. Et l'immense majorité des gens, on dit vous en prenez une pour vous, c'est gratuit. L'immense majorité des gens vont aller prendre le chocolat en vin. Ils ont été influencés par cette image subliminale. Pardon? Comme les? Oui, on n'est pas très loin de ça, je suis d'accord avec vous. On est sur des choses effectivement qui sont inconscientes. On n'est pas très loin de phénomènes hypnotiques. Je suis assez d'accord avec vous. Hein? Je vais vous donner un deuxième exemple. C'était dans un service de neurologie. Un patient Alzheimer qui était dans un lit. La semaine dernière, je l'ai présenté comme un patient Korsakoff. Mais ça fait rien, cette fois-ci, je le présente comme un Alzheimer. Bon, je vais varier. Bon, patient Alzheimer qui est dans un lit, qui a un gros trouble de mémoire. Et il y a la visite médicale. Vous avez tous assisté à des visites médicales dans les hôpitaux avec le défilé du patron, des internes, des infirmières, des étudiants en médecine, et puis des stagiaires du dernier degré tout rougissants parce qu'ils étaient très intimidés, tout ça, vous avez connu tout ça. Bon, alors le rituel de la visite, et le patron, qui fait son cinéma de patron, et qui va vers le malade avec une punaise dans la main, punaise bien plaqué dans sa main, et qui dit au malade « Bonjour monsieur ». Et le malade qui est poli tend la main au patron. Le patron serre, évidemment, et la punaise, ça fait mal. Immédiatement, le patient mal retire la main. Bon. Le lendemain, nouvelle visite.
le patron va vers le lit du malade et lui dit bonjour monsieur. Que fait le malade? Hein? Qu'est-ce qu'il fait le malade? C'est une histoire vraie. Hein? Le malade ne veut pas donner la main. Il lui dit monsieur, pourquoi vous ne me dites pas bonjour? Et le malade gêné dit je sais pas, j'arrive pas. Et le patron se tourne vers son interne et lui dit dites bonjour madame. Et parce que le malade ne se souvenait pas consciemment. Consciemment. Donc l'interne tend la main au malade et le malade lui donne la main et lui dit bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le malade avait enregistré inconsciemment que le patron était un type dangereux, qu'il ne fallait pas lui serrer la main parce que ça faisait mal. Et il était conditionné à ça. Il ne savait pas pourquoi, si vous voulez, mais dans son subconscient, il savait que voilà, il y avait une réaction de retrait. Donc il avait reçu cette information inconsciente. Eh bien, il faut que vous compreniez, et ça c'est fondamental, c'est que les patients Alzheimer, cette mémoire, c'est la dernière qui reste préservée chez eux. Tout ce qu'ils vivent dans la journée, ils ne vont pas pouvoir vous le raconter, on l'a dit au début. Il ne faut pas leur demander qu'est-ce qui s'est passé à midi, qu'est-ce que vous avez fait l'après-midi. Mais néanmoins, tous les événements qu'ils vivent laissent une trace au fond d'eux-mêmes. Et s'il y a un soignant qui est brutal avec eux, ils ne vont pas aller dire aux autres soignants, à l'infirmière, au médecin, etc., Madame Untel m'a crié dessus ou Madame Untel m'a pincé le bras. On ne peut pas dire ça. Et par contre, quand le soignant qui a été brutal s'approchera du malade, on s'apercevra que le malade se crispe. Il a une espèce de réaction comme ça de rejet. Et donc, les patients sont un peu comme des éponges, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour d'eux, ça laisse quand même une trace. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'avec les patients Alzheimer, on peut tout se permettre, parce que même s'ils ne peuvent pas restituer consciemment ce qu'on a fait avec eux, ça laisse quand même une trace. Et alors, inversement, si vous voulez, quand il y a un patient qui est avec un soignant qui est au contraire bienveillant, qui est apaisant, mais le patient, en face du soignant bienveillant, il va se détendre. Il va se détendre. Et il va avoir une relation beaucoup plus facile. Et il y a un lien comme ça, qui est un lien, je dirais, un peu secret, un peu comme ça, inconscient, qui se crée entre les malades et les soignants. Et ça fait partie, je dirais, de la qualité de ce métier, hein, qui est d'être capable de créer ce lien. Et je vais vous en donner un exemple de ce lien, de ce qu'on peut arriver à faire avec des malades quand ce lien bienveillant se crée avec le malade. On emmenait des malades à une sortie dans un jardin public, le jardin de Bagatelle. Bon, c'est pas très original, toutes les maisons de retraite, un jour ou l'autre, vont au jardin de Bagatelle. Bon, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, d'ailleurs, les roses ont un peu assez. Enfin, en tout cas, là, la question, c'était de faire descendre les malades du car. Hein, bon. Il y avait une malade qui était mutique. Elle ne disait plus un mot depuis 2 ans. Elle ne répondait jamais à ce qu'on lui disait et elle ne comprenait rien à ce qu'on lui disait. Bon. N'empêche qu'il fallait quand même l'emmener et la faire descendre du car. Elle était en haut des escaliers du car et je lui dis, parce que moi j'accompagnais le groupe, je lui dis, madame, est-ce que vous voulez bien descendre? On reste comme si elle n'avait pas de problème, si vous voulez, en espérant qu'elle comprendrait un petit quelque chose et qu'elle descendrait. Elle est restée figée comme un poteau, rien. Et l'aide-soignante qui s'occupait d'elle depuis des mois arrive, regarde, l'autre ne la regarde même pas d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas capable de suivre le regard. Et elle lui dit, vous venez Roselyne, vous descendez? Et plof, elle s'est mise à descendre immédiatement. Bon. Ça explique tout. Ça explique que quand on a une relation quotidienne avec le malade, une relation intime, une relation suivie, une relation répétée, les soignants peuvent obtenir des choses du malade que quelqu'un qui est beaucoup plus extérieur, comme le médecin, par exemple, ne peut pas obtenir. Et c'est pour ça que dans ce métier, ce sont ceux qui sont au contact permanent du malade, qui en savent le plus sur lui, et qui sont le plus capables d'obtenir quelque chose du malade. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui. Bon. Il y a des petites choses secrètes que vous percevez, si vous voulez, pour savoir comment obtenir certaines choses du malade, etc. Et vous l'avez découvert au fur et à mesure de la vie quotidienne avec lui. Et ça, c'est votre savoir-faire.
Et quelqu'un qui vient de l'extérieur, un savant, avec un médecin avec toute sa science, etc., ne le saura pas. Et vous obtiendrez des choses que d'autres n'obtiendront pas. Et c'est particulièrement vrai au moment de la toilette. La toilette, c'est un moment difficile. Et parfois, vous vous cassez la tête en vous disant comment je vais faire pour obtenir de ce patient qu'il fasse cette toilette. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel point c'est étrange quand même pour les patients d'avoir l'expérience de leur demander de faire leur toilette, d'aller à la douche? Là, on sort un peu du sujet, mais enfin, on est quand même encore dedans. Imaginez que vous soyez dans un hôtel où vous n'avez jamais été. Bon. Vous allez dans la salle de douche. Vous êtes seul. Quelqu'un rentre là et vous dit « Madame, vous allez vous déshabiller, je vais vous donner la douche. » Cette personne, vous ne la connaissez pas quand ils arrivent ici. Quand ils arrivent ici, ils sont dans cette situation-là. Hein. Cette personne, vous ne la connaissez pas. Elle vous demande de vous déshabiller et vous demande de prendre une douche. Le patient, il ne sait pas pourquoi il est ici. Il ne sait pas qu'il a la maladie Alzheimer, il ne comprend pas. C'est une situation extrêmement étrange que vivent en fait les patients quand pour la première fois on leur propose de prendre une douche. Donc il faut les apprivoiser. Et c'est là où vous êtes obligé à chaque fois d'inventer quelque chose, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui va finir par apaiser le malade, etc. Et à force de répéter la demande, d'établir la confiance, au bout d'un certain temps, vous y arrivez. Et avec chaque patient, parfois, les trucs sont un peu différents. Hein. C'est jamais tout à fait la même chose. Et quand vous avez de grosses difficultés pour amener les patients à la douche ou à la toilette, ce que je vous conseille de faire, c'est de parler entre vous. Parce que souvent, vous êtes bon, il y a des changements d'équipe, hein, vous n'êtes pas là tous les jours, vous êtes 3-4 à donner la toilette aux patients. Souvent, quand on n'y arrive pas bien, il y en a une sur les 3-4 qui a trouvé le truc. Le truc, ce que c'est, moi, ça peut être très variable. Hein. Ça peut être qu'il faut mettre un peignoir à la malade pour qu'elle ait le sentiment d'aller dans une salle de bain, je ne sais pas, ou de lui caresser la main, ou de mettre un peu de parfum, ou de lui parler pendant 5 minutes avant, etc. Tout un rituel qui varie selon le patient. Mais souvent, il y en a une qui trouve, un ou une, enfin c'est plus souvent une, qui trouve, et c'est très important de parler entre vous. Parce que, et alors parfois on est sidéré, parce qu'on dit, mais c'est insupportable, on n'y arrive pas. Et on découvre qu'il y en a une qui dit, ah non, moi j'ai aucun problème, ça va très bien. À trouver le truc, trouver la façon de parler au malade. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Alors, il y a trouver les bonnes paroles si vous voulez, pour rentrer en relation avec le malade. Vous avez des exemples spectaculaires de ça. Je vous donnerai l'exemple suivant. C'était pour coucher les malades dans un service parisien avec un malade Alzheimer qui était un général. Un ancien général. Et ce général était insupportable. Tous les soirs, à partir de 18-19 heures, il était excité et c'était infernal pour aller le coucher. Il ne pas aller se coucher. On ne savait pas comment faire. On n'avait pas trouvé la façon de lui parler, on ne savait pas. Arrive dans le service un jeune stagiaire qui sortait du service militaire. À l'époque, il y avait encore le service militaire. L'équipe qui était là, qui savait que c'était un cauchemar de coucher le général, lui dit « Bon, écoute mon vieux, tu vas aller coucher le général. » Bon. Le stagiaire qui sortait du service militaire, voit le général, lui dit « Mon général, l'extinction des feux, on se couche. » Voilà, le général va se coucher. Et alors les autres ont découvert ça, ils ont dit c'est extraordinaire quand même. Bon, ce type qui ne connaît pas grand-chose au malade, qui arrive, qui débarque, et qui sait parler au général et qui obtient qu'il aille se coucher. Et il fallait parler au général de façon militaire. C'était ça la bonne porte d'entrée pour avoir la communication avec lui. Et quand on ne sait pas comment parler au malade, ça sont des choses qui sont à manier avec prudence. Il faut toujours essayer de commencer par la douceur, mais quand on n'y arrive pas du tout avec la douceur, on peut parfois essayer un ton un petit peu autoritaire. Bon, il faut le faire avec prudence et délicatesse, mais quand on a essayé d'autres moyens, si vous voulez, il y a parfois des patients qui sont sensibles à l'autorité. Et on obtient d'eux comme ça quelque chose.